Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce premier séminaire de la CIA. Donc on a intitulé les mardis de la CIA. Je m'appelle Pierre Sujobert, je suis médecin biologiste en hématologie à l'hôpital Lyon-Sud. Et donc je suis là au nom de la CIA qui n'a rien d'un nid d'espion, mais c'est la Commission Intelligence Artificielle des Hospices Civils de Lyon. Donc c'est un groupe de médecins, de toute variété de professionnels qui s'intéressent à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle aux Hospices Civils de Lyon, à la fois dans la mise en œuvre des outils, le développement, etc. Et dans le cadre de cette commission, on s'est dit que ça serait utile de partager dans la communauté des HCL ce qui se fait chez nous pour stimuler des coopérations, des projets de recherche et former la communauté à toutes ces nouvelles techniques. Donc, on a décidé de mettre en place ces mardis de la CIA qui seront le premier mardi de chaque mois à midi en visioconférence. Et je pense que même si l'épidémie de Covid nous laisse souffler, on continuera en visio parce que c'est pratique pour tout le monde de pouvoir suivre ces séminaires tout en mangeant un sandwich. Les vidéos seront enregistrées quand les intervenants sont d'accord et mises à disposition sur l'intranet et peut-être sur la chaîne YouTube des HCL. Ce sera un format avec soit deux présentations comme aujourd'hui, soit une grande présentation d'une heure pour, d'une part, partager un peu les expériences concrètes de mise en œuvre ou de recherche en IA qui sont faites aux HCL, pour aborder aussi les questions un peu générales d'éthique, de droit, de philosophie, de ce que fait l'IA à la médecine, et puis quelques aspects plus techniques, notamment avec des séminaires un petit peu longs proposés par Pascal Roy, vous verrez dans le programme. Et les objectifs, donc je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment qu'on apprenne à mieux connaître les uns les autres, les projets des autres, par essayer de créer une émulation et des idées de projets de recherche, et puis bien sûr développer chez l'ensemble d'entre nous une pensée qui reste critique sur les innovations en santé. Et donc rapidement, voilà le programme un peu auquel on a pensé pour l'instant. Donc aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Razigad et Corentin Blanc qui vont inaugurer ces séminaires, et je les en remercie chaleureusement. Pascal Roy fera la prochaine séance le mardi 6 juillet, donc vous pouvez déjà noter dans vos agendas. Et puis on aura après donc plusieurs intervenants, notamment des membres extérieurs qui viendront nous parler un peu de droit, de philosophie. Et donc voilà le programme alléchant, mais bien sûr on est tout à fait preneur de vos idées, d'initiatives pour intercaler ou ajouter d'autres séances. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais céder. Alors, pardon, je vais essayer d'enlever le partage. Voilà. Euh, j'ai oublié de remercier bien sûr Delphine Mocorbouche qui anime la CIA depuis 2 ou 3 ans maintenant et qui est à l'origine de ces séminaires, ainsi que Jean-François Bernadac qui a beaucoup œuvré aussi pour cette commission et pour ces séminaires. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Philippe Razigad. Donc Jean-Philippe travaille à la Croix-Rousse en bactériologie. Il est médecin spécialiste en tant que co-responsable d'une équipe INSERM en santé publique, épidémiologie et écologie évolutive des maladies transmissibles, avec un intérêt tout particulier pour les maladies nosocomiales. Et puis, il travaille notamment en intelligence artificielle dans le cadre du RHU de François Van Lech, qui vise à accélérer un peu la prise en charge diagnostique des sepsis. Il va nous aider donc de ce qu'il met en œuvre pour aller de la quantification des protéines bactériennes à la prédiction d'antibiogramme. On se doute bien que pour réaliser des tâches aussi complexes, il va y avoir besoin d'intelligence artificielle. Donc, Jean-Philippe, merci beaucoup. Alors, j'ai oublié de dire, pardon, que vous pouvez poser vos questions sur le chat de Teams. On aura accès à vos questions et je me ferai votre porte-parole pour interroger les orateurs. Voilà. Très bonne session à vous et merci Jean-Philippe. Merci beaucoup Pierre pour toute cette introduction et cette organisation. Alors je vais lancer le partage.
Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder les aspects d'intelligence artificielle qui sont liés à une tentative d'avancée médicale dans le diagnostic du sepsis, avec pour but d'être quand même avant tout pédagogique, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre en avant des résultats trop techniques ou inabordables, mais plutôt mettre en avant les choix qui se sont posés, les choix de méthodes lorsqu'on cherche à développer une méthode et à la déployer dans le milieu médical. Alors, le contexte de ce projet, c'est de répondre aux enjeux du délai entre la survenue d'un sepsis ou d'un choc septique et l'antibiothérapie adaptée. Le sepsis, c'est un problème énorme au niveau mondial. C'est 10 millions de décès par an, pour donner un ordre de grandeur. Et quand on pense au choc septique, il faut se dire que pour 100 patients qui vont rentrer en réanimation, 15 patients vont développer un choc septique. Et en se basant sur des études classiques, mais on revient toujours à une étude très classique de Kumar en 2006, on voit que chaque heure supplémentaire de délai avant une antibiothérapie adaptée chez un patient en choc septique augmente le risque de décès de 7%. Donc ça va très vite et on doit aller très vite. Ce qui fait qu'on a un enjeu particulier en microbiologie qui est d'accélérer au maximum le rendu d'un antibiogramme. Quel antibiotique utiliser? Parce que si on utilise les antibiogrammes classiques, on est prisonnier du temps de culture des bactéries. Alors, on peut le réduire à 8 heures, mais c'est difficile de faire moins. Alors, quelles méthodes on peut utiliser pour accélérer ce rendu d'antibiogramme? Des méthodes qui sont déjà déployées sont des méthodes moléculaires. On cherche la présence de tel ou tel gène de résistance. Si ce gène est présent, on en déduit que la bactérie est résistante à l'antibiotique. Les limites de ces méthodes, c'est que on ne peut pas tester des centaines ou des milliers de gènes d'un coup, et le coût en réactif est élevé. Toutes ces méthodes moléculaires consomment beaucoup de réactifs. Plus récemment, la protéomique a débarqué dans les laboratoires de microbiologie et a fait une véritable révolution pour l'identification des espèces, parce qu'elle présente un avantage de pouvoir tester beaucoup plus de bactéries différentes et à un coût réactif moindre. On a des coûts réactifs qui sont très contenus lorsqu'on utilise la protéomique. Alors, si on s'intéresse à la protéomique d'une hémoculture, donc notre problème de base, c'est que la culture bactérienne, elle prend du temps. Mais si on a un diagnostic de sepsis qui est fait par hémoculture, le temps que l'hémoculture soit positive, ce qui prend 6 à 12 heures à peu près selon la bactérie, des protéines de la bactérie sont déjà accumulées dans le flacon d'hémoculture. Et on peut espérer analyser ces protéines en protéomique directement sur le flacon d'hémoculture pour obtenir l'identification à l'espèce de la bactérie, la présence de mécanismes de résistance et, ce que ne permet pas la biologie moléculaire, et c'est quelque chose de très important, le niveau d'expression de certaines protéines de résistance. Parce qu'on ne va pas avoir du tout le même niveau de résistance si la protéine est exprimée à très bas niveau ou si elle est exprimée à très haut niveau. C'est une des limites des méthodes moléculaires. Donc il y a un projet de recherche collaboratif, mais qui est porté par les hospices civils, qui s'appelle IDBioRIV, qui vise à implémenter la protéomique pour l'identification rapide des bactéries dans les hémocultures et à fournir un antibiogramme, en tout cas suffisant pour les antibiotiques d'urgence, à fournir un antibiogramme en moins d'1 heure après la positivité d'une hémoculture. Le principe général, ce que vous voyez sur le graphe de droite, est d'utiliser la protéomique qui fournit une série de ce qu'on va appeler des pics, chaque pic correspondant à un peptide, un morceau en fait de protéines, et chacun de ces pics peut être
raccordé à une base de données pour savoir quel type d'enzyme c'est. Le nom des enzymes n'a pas d'importance, mais les acronymes qui sont affichés sur le graphique, pour ceux qui les reconnaissent, correspondent à des enzymes qu'on n'aime pas trop en hygiène et en maladies infectieuses. Ce sont des carbapénémases, c'est-à-dire des enzymes qui mangent tous nos antibiotiques de dernière ligne. Alors, dans l'ensemble du flux du prélèvement et de l'information, on ne va pas traiter tout le projet ID Biorive, hein, ça n'a pas d'intérêt et on n'a pas le temps. On va voir où est-ce qu'on se place. On part d'une hémoculture positive. Cette hémoculture positive passe sur une machine de protéomique. Le résultat en sortie est un ensemble de pics correspondant aux différents peptides, donc aux morceaux de protéines contenus dans l'échantillon. Un premier algorithme va définir si telle ou telle protéine appartient plus à telle bactérie, que ce soit Escherichia coli ou un staphylocoque doré, et surtout va donner la quantification des différentes protéines. Et dans le produit final, on veut déterminer les concentrations minimum inhibitrices de chaque antibiotique. Donc ça, c'est la valeur clé pour un antibiogramme. La concentration minimum inhibitrice de l'antibiotique, c'est la concentration qui est suffisante pour inhiber la croissance. C'est la base de l'antibiogramme. Donc on va appeler ça des CMI. On va chercher à prédire les CMI à partir des protéines et à les interpréter pour rendre un résultat, on va dire, directement exploitable, qui est c'est résistant, n'utilisez pas cet antibiotique, ou c'est sensible, vous pouvez utiliser cet antibiotique, jusqu'à une prescription adaptée qui est l'enjeu final pour le patient. Donc, nous, aujourd'hui, on ne traite que la partie intelligence artificielle, c'est-à-dire celle qui va transformer la quantification des protéines en un résultat d'antibiogramme. Alors, on a vu que l'antibiogramme, il y a deux composantes. Il y a la composante technique, c'est la concentration minimale inhibitrice, qui est quantitative, et la composante, on va dire, interprétée, qui est c'est sensible ou c'est résistant. Et quand on veut développer un système de prédiction, on doit déjà choisir ce qu'on veut prédire. Alors, est-ce qu'on veut prédire plutôt des CMI? Est-ce que ça a un intérêt? Ou est-ce qu'on pourrait se contenter d'utiliser ce qu'on appelle un classificateur qui dit résistant, oui, ou résistant, non? Alors, le contexte pour traiter un patient, déjà, c'est de se rappeler que la probabilité de succès d'un traitement, elle dépend de plusieurs choses, mais basiquement, elle va dépendre du ratio entre la quantité d'antibiotiques qui va atteindre le site de l'infection sur la CMI, donc le niveau de résistance de la bactérie, plus un terme d'erreur qui est marqué en petit ici, mais qui devrait être énorme, parce qu'en fait, le terme d'erreur est toujours énorme. Et ce dont a besoin un clinicien, surtout pour prescrire en urgence, c'est juste une recommandation sensible ou résistant. Okay. Ce qui est important pour faire le choix entre une prédiction de CMI ou une prédiction de catégorie sensible ou résistante, c'est de se rappeler que la CMI, ce qu'elle représente, c'est la physiologie bactérienne. Et donc cette physiologie n'évolue pas dans le temps. Alors que les résistances ou le caractère sensible dépendent de ce qu'on appelle des seuils décisionnels. Et ces seuils décisionnels, ils sont fixés par les sociétés savantes et ils varient dans le temps et dans l'espace. Un seuil décisionnel pour un antibiotique, c'est-à-dire le seuil au-delà duquel on va dire que cet antibiotique est résistant, n'est pas le même en France, en Angleterre, aux États-Unis ou au Japon. Et pour beaucoup d'antibiotiques, le seuil décisionnel de 2021 n'est pas le même que le seuil décisionnel de 2020. Donc là, ça nous donne des pour et des contre pour ce choix de prédiction. Si on veut utiliser un classificateur qui va nous dire c'est sensible ou c'est résistance, l'avantage, c'est que la modélisation est plus facile parce qu'un classificateur, c'est le plus simple, hein, en fait, en intelligence artificielle, et l'interprétation est directe. Mais le prix à payer pour ça, c'est qu'on a une perte d'information. Ce n'est pas la même chose d'avoir une résistance à bas niveau ou une résistance à très haut niveau, et qu'on va devoir réapprendre en fait le classificateur à chaque changement de seuil décisionnel. Alors que si on modélise directement la CMI, l'avantage, c'est que on va avoir un modèle qui est stable dans le temps et l'espace, puisque la CMI d'une bactérie dans telle ou telle configuration ne change pas, et on a
une interprétation quantitative. Le prix à payer, c'est que le modèle va être plus complexe. Donc, on fait le choix, pour ce projet, de prédire les CMI, ce qui n'était que l'objectif secondaire du projet. Et sur la base de ces CMI prédites, on va déduire la catégorie sensible ou résistante, qui est l'objectif principal. Alors, prédire une CMI à partir d'informations indirectes, on va dire, que ce soit de la protéomique ou autre chose, ça peut paraître facile dans une configuration où la bactérie porte un gène de résistance à gauche. Ce gène de résistance est toujours exprimé et donne une protéine de résistance, et cette protéine de résistance est toujours active contre l'antibiotique. Si c'était comme ça, le topo ferait 5 minutes et on n'aurait aucune difficulté. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser au monde réel. Et prédire une CMI dans le monde réel, ça doit tenir compte de la physiologie bactérienne qui est loin d'être simple et qui est CAFI d'interaction. C'est-à-dire qu'un gène est exprimé et la protéine va causer une résistance. Je vais prendre mon pointeur, voilà, hop, va causer une résistance, mais la présence de la protéine d'une autre gène peut avoir un effet inhibiteur sur cette résistance, c'est ce qu'on appelle l'effet CISO, ou la présence d'une protéine va réguler négativement un autre gène parce que la bactérie veut économiser ses ressources et ne va pas exprimer plusieurs protéines qui lui coûtent de l'énergie alors qu'elles font la même chose. Et enfin, on peut avoir plusieurs protéines qui attaquent le même antibiotique. Et pour finir, certaines protéines ne sont exprimées qu'en présence de l'antibiotique. C'est l'expression inductive. Donc, face à ce réseau d'interactions, on se dit, si on reste sur le modèle simple que je vous ai donné à la dernière diapo, on aura des prédictions catastrophiques, puisqu'il nous manque la plupart des informations. Donc, si on veut prendre en compte toutes ces interactions, il faut déjà aborder la structure du problème et se dire, OK, qu'est-ce qu'on est en train de modéliser? Là, on a regardé la physiologie bactérienne et on cherche à avoir une vision simple et plus informatique, on va dire, des données qu'on a en main. Alors, on peut représenter le génome de la bactérie comme une suite de gènes, gènes 1, 2, 3, on s'en fiche. On peut représenter les protéines produites par chacun de ces gènes et leur quantité par ces variables là, qui s'appellent P, et on admet que les choses sont compliquées et que les interactions ne vont pas que du gène à la protéine, mais elles peuvent aller d'une protéine à une protéine ou d'une protéine vers l'expression d'un autre gène, etc. Et à partir de cette couche des protéines exprimées, c'est-à-dire le premier phénotype de la bactérie, eh bien on a le phénotype final de la bactérie qui est le niveau de résistance à l'antibiotique 1, l'antibiotique 2, 3, etc. Donc on a tout un réseau d'interactions qu'on veut prendre en compte. Et c'est compliqué. Mais malgré tout, on se dit, OK, on admet, on prend acte, c'est compliqué, on veut quand même prédire ces CMI. À partir de là, il va falloir choisir un modèle de prédiction qui réponde à nos attentes. Et c'est la partie, on va dire, la plus intéressante pédagogiquement pour vous qui nous écoutez, je pense. Reposons le problème en termes légèrement plus techniques. Notre problème, c'est qu'on cherche à prédire des données qui sont extrêmement bruitées et aléatoires, donc des CMI, en utilisant des données d'entrée qui sont à très grande dimension, c'est la quantification protéine. On a des centaines de protéines et on a plusieurs peptides quantifiés par protéine. Et bien évidemment, on a une taille d'échantillon qui est loin d'être si large que ça, de l'ordre de quelques milliers, puisque l'obtention des données est coûteuse. Voilà. Donc on a un modèle à grande dimension, à taille d'échantillon moyenne, et qui prédit des données de sortie bruitées. Alors il y a énormément de modèles qui peuvent être utilisés pour l'apprentissage automatique. Donc on va les considérer sous l'angle de cette application. On peut utiliser ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire les réseaux de neurones profonds. On peut utiliser les forêts aléatoires, qui ont l'avantage d'être très faciles à utiliser. On peut considérer les modèles linéaires. L'avantage, c'est qu'ils sont extrêmement rapides. Et on peut utiliser un modèle dont, à mon avis, beaucoup moins de gens ont entendu parler, c'est ce qu'on appelle la régression par noyau, qui peut aller
n'importe où, à condition de savoir la bricoler. Alors, dans la littérature de l'intelligence artificielle et dans la vision grand public de l'intelligence artificielle, bien évidemment, c'est le deep learning qui a le trendiness index, on va dire, l'effet de mode le plus élevé. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui a produit les résultats les plus impressionnants, qui peut prendre en compte les données les plus énormes, et souvent des données d'image ou de vidéo, la modification de vidéo, etc. Et quand on va vers les forêts aléatoires, les modèles linéaires et surtout la régression par noyau, en fait, on est dans des domaines beaucoup plus pointus et scientifiques, mais il ne faut pas les ignorer pour autant. Alors, si on veut choisir un modèle, il ne faut pas sauter tout de suite dans les considérations extrêmement techniques, il faut se dire, OK, à quelle application on destine ce modèle? Et là, je vous propose certaines caractéristiques qui sont discutées, on va dire, dans l'équipe, mais il y a énormément de types de caractéristiques de modèles, mais celles-là, je les trouve faciles à retenir. Ces caractéristiques, HART, pour Humility, Accuracy, Robustness et Transparency. À quoi ça correspond? La caractéristique d'humilité d'un modèle, c'est d'attendre du modèle qu'il ne va pas nous donner de résultats s'il ne sait pas ce qu'il raconte. Et ça, c'est important. Le modèle doit donner des estimations de son incertitude. En médecine, où la décision a un enjeu, c'est capital. Ensuite, la précision du modèle, c'est de préférence que s'il fournit une prédiction, que cette prédiction soit juste. Ça, c'est assez intuitif. La robustesse du modèle, c'est de ne pas donner de mauvais résultats si on change légèrement les conditions des données d'entrée, parce qu'un modèle, il est appris sur un ensemble de données, mais il est appliqué sur un autre ensemble de données. L'autre ensemble de données ne va pas être toujours exactement dans les mêmes conditions que le premier ensemble de données. Donc la robustesse du modèle, c'est sa capacité à maintenir ses performances sur un nouvel ensemble de données. Et enfin, quelque chose qui est plus spécifique au domaine médical et que je pense est extrêmement important, c'est la transparence du modèle. C'est-à-dire que si vous, médecin, vous recevez une prédiction d'un modèle et que vous posez des questions sur cette prédiction, il faut que le modèle soit capable de justifier sa prédiction. Donc, soit de l'expliquer vraiment explicitement, mais peu de modèles peuvent faire ça, ou au moins être capable de revenir aux données d'entraînement qui ont contribué à la prédiction. Alors maintenant qu'on a ces caractéristiques un peu pour juger les modèles, on va les revoir un petit peu plus précisément. On pourrait se dire, allez, sautons sur le deep learning, c'est super. Le deep learning, je le compare à un sous-marin nucléaire. Ça va partout, ça va très profond, c'est énorme, c'est beau. Mais à l'intérieur du sous-marin nucléaire, je vous mets au défi de trouver une seule personne qui est capable d'expliquer comment fonctionne tout le sous-marin. L'avantage, c'est que c'est très précis. Ça va prendre en compte toutes les interactions. Mais ça a peu d'humilité. C'est difficile d'avoir des intervalles d'incertitude sur ce genre de modèle. La robustesse, il y a énormément d'exemples dans la littérature où il suffit de prendre une photo de chat et de changer un pixel pour que le modèle vous explique que c'est un avion. Et la transparence, c'est zéro puisqu'on est face à une boîte noire complète. C'est-à-dire le simple fait de comprendre ce qui se passe dans un réseau de neurones est un champ de recherche en lui-même. Ensuite, on a parlé de forêt aléatoire. Alors, c'est quoi une forêt aléatoire? Ça consiste à construire un arbre décisionnel. Si telle protéine, dans notre cas, si telle protéine au-dessus de telle concentration, alors je vais dans le nœud suivant. Et à la fin, il y a une CMI. Donc, on prédit la CMI en descendant un arbre décisionnel. Mais ces arbres décisionnels, c'est très peu robuste. Donc, au lieu d'en faire un, on en fait quelques milliers. Ces méthodes-là, elles sont très flexibles, elles sont faciles à utiliser, elles ont une bonne précision et une robustesse qui peut être pas mauvaise. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas vraiment transparentes parce que pour comprendre la décision, il faudrait revoir manuellement les 1000 ou 2000 arbres décisionnels. Donc c'est difficile à utiliser en pratique. Alors, il y a les modèles linéaires, ça c'est ceux qu'on a vus en cours de statistique en médecine, hein. C'est la famille des modèles logistiques, c'est ce qui est utilisé dans les études cliniques. Ça a une bonne capacité à prédire, cependant, c'est compliqué de prendre en compte toutes les interactions. Mais l'avantage de ces modèles-là, c'est leur humilité, c'est-à-dire qu'ils vont être très explicites sur l'incertitude de la prédiction. Et ils ont un autre avantage, c'est que les coefficients sont interprétables.
Mais on verra qu'ils ne sont pas forcément faciles à utiliser dans toutes les conditions parce qu'ils ont besoin de certaines conditions qui doivent être remplies. Et enfin, la régression par noyau qui a l'avantage d'être transparent. Personne ne connaît, c'est normal, c'est une méthode très technique, très mathématique, mais elle a un avantage énorme, c'est son humilité, parce qu'elle utilise directement les données d'entrée pour faire sa prédiction. C'est-à-dire qu'elle ne réduit quasiment pas les données d'entrée, et donc elle est capable de revenir à chaque donnée d'entrée pour expliquer chaque prédiction. C'est donc une transparence maximale. Alors maintenant qu'on a nos critères de choix et nos modèles principaux, comment est-ce qu'on fait ce choix? Eh bien, ça va dépendre de l'application. Et comme on est dans une application médicale, on va favoriser la robustesse, l'humilité et la transparence plus que la précision. Je ne pense pas que ce soit utile de gagner 1 ou 2% de prédiction correcte si le prix à payer, c'est de ne pas comprendre ce que fait le modèle ou de prendre un risque d'erreur majeure. Et comme on n'a aucun modèle qui permet de tout faire, on va utiliser des modèles linéaires pour expliquer les données, c'est-à-dire exploiter le caractère interprétable de ces modèles, et des modèles de régression par noyau qui sont les plus transparents pour prédire les CMI. Alors, c'est quoi l'avantage des modèles d'interaction pour prédire et expliquer des données? C'est qu'on peut avoir autant d'interactions que l'on veut. Voilà. Je vais passer rapidement sur cette partie parce que l'heure tourne et c'est inutilement technique. Mais je vais arriver à la conclusion sur ces modèles qui vont être utiles pour expliquer les données parce qu'ils vont nous fournir des coefficients interprétables, mais qu'on ne s'attend pas à ce qu'on puisse bien prédire des CMI avec ces modèles-là parce qu'ils nécessitent des approximations et des hypothèses qui ne sont pas correctes dans les données réelles. D'où la comparaison avec cette Formule 1, ce n'est pas juste pour dire que ça va vite, c'est que ça va vite si là, on est sur un circuit. Et si vous utilisez la Formule 1 sans que les hypothèses soient réalisées, c'est comme si vous essayez de faire du rallye avec une Formule 1, ça se passe mal. Mais ça nous permet quand même d'expliquer certaines interactions et de les détecter avec, sur des données préliminaires, des performances de classification correctes, puisque là, on cherche à avoir le plus de vert et de bleu possible. Le vert, c'est la prédiction, c'est que c'est sensible alors qu'on sait que c'était sensible au départ. Le bleu, c'est que la prédiction, c'est résistant alors qu'on sait que c'était résistant au départ. C'est pas si mauvais que ça, mais on voit qu'il y a certains antibiotiques où on n'est pas tout à fait correct. Alors maintenant, la partie un petit peu plus technique avant d'atteindre la fin de la présentation, c'est cette fameuse régression par noyau dont je vous ai parlé. Comment ça marche? En fait, quand on a notre jeu de données d'entrée, on va représenter chaque observation, c'est-à-dire chaque isolat bactérien et les protéines qu'il contient et les CMI mesurés pour chaque antibiotique, comme un point. L'observation est un point dans un espace à X dimensions. Il y aura une dimension par antibiotique, par CMI, par protéine, voilà. Mais on doit vraiment le voir comme un point. Et chaque point est associé à une distribution de probabilité qu'on va appeler le noyau. Et le principe, c'est de dire, on peut utiliser tous les points, tous les noyaux pour faire la prédiction, en créant autour de chaque point une distribution de probabilité plus ou moins large. Sa largeur, c'est ce qu'on appelle la bande passante, qui va nous permettre de contrôler si on veut une prédiction qui soit plus précise ou une prédiction qui soit plus robuste. L'exemple sur la figure en bas à droite, c'est que si on a une bande passante très étroite, on a une prédiction qui va être maximale à chaque fois qu'il y a un point. Et au maximum, une bande passante de 0, ça dit ce point est probable s'il était dans le jeu de données d'entrée, la probabilité de ce point est 0 si ce point n'était pas dans le jeu de données d'entrée. Donc précision maximale, robustesse inexistante. Et on peut élargir la bande passante jusqu'à trouver un bon compromis où la courbe ressemble à ce qu'on avait réellement au départ. Donc on doit jouer avec la bande passante de ces noyaux pour avoir une prédiction correcte.
Mais les implémentations actuelles des méthodes de régression par noyau ont certaines limites concernant cette bande passante, et notamment le fait que le calcul de la bande passante peut devenir très coûteux, donc pas forcément bien adapté à des données de grande dimension comme ce qu'on a, et ne permet pas d'avoir des bons intervalles de confiance. Donc, dans le cadre de ce projet, on a développé des extensions en fait de ces méthodes qu'on n'appelle plus régression par noyau, mais modèle à mélange de noyaux, avec pour objectif d'améliorer la précision, la robustesse et le passage à l'échelle, c'est-à-dire la capacité à calculer sur des données de très grande taille, tout en gardant la qualité principale de la régression par noyau, qui est sa transparence, et donc la capacité à revenir aux données d'entrée. Donc, on a obtenu avec ça une méthode qui est robuste parce qu'elle a une calibration automatique de l'équilibre entre précision et robustesse. Elle est flexible, elle reste précise et elle garde la transparence, mais il y a un prix à payer qui est que ce n'est pas du tout une méthode qui est user-friendly, c'est-à-dire que chaque fois que vous voulez l'appliquer à une nouvelle donnée, vous devez définir mathématiquement la distribution de ces données et manipuler toutes les distributions pour obtenir les formules mathématiques nécessaires. Donc c'est un prix en développement à payer, et donc on ne peut pas appliquer ce genre de données à des vidéos YouTube, en tout cas pour l'instant. Mais c'est bien adapté à notre méthode qui est très spécifique. Voilà. Alors, je vais passer rapidement sur ces aspects techniques, de comment est-ce qu'on définit cette variance de façon automatique. Il faut imaginer que là, on a toujours ces notions d'observation, c'est-à-dire des points dans l'espace de ce qu'on mesure. On commence avec des bandes passantes très larges pour chacun des points. Et en fait, on adapte la bande passante de chaque point en fonction de la densité des autres points dans la région autour de ce point. On fait ça pour tous les points. Si un point est dans une région dense, parce qu'il a des voisins, il va avoir une petite bande passante. Si un point est dans une région peu dense, parce qu'il est tout seul dans son espace, il va avoir une grande bande passante. On réajuste toutes les bandes passantes comme ça, et on recommence. On recommence jusqu'à ce que ça se stabilise. Le résultat, c'est que chaque point a sa propre bande passante, et dans cet exemple qui est tout à fait théorique, mais qui est visuel, on cherche à prédire, par exemple, une courbe sinusoïde, ce qui est très difficile, voire même impossible pour un modèle linéaire. On cherche à prédire une courbe sinusoïde dans une dimension à partir d'une autre dimension. Et là, ce qu'on voit, c'est la surface de réponse du modèle qui arrive très bien à capturer la sinusoïde. Alors, est-ce que cette transparence a un coût par rapport à d'autres modèles en termes de performance? Eh bien, pas forcément dans nos conditions. Là, on a appliqué à cette méthode ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire des jeux de données théoriques qui permettent de vérifier et de comparer les performances entre des méthodes. Ce benchmark-là, c'est la classification de deux populations de points qui sont incluses l'une dans l'autre, donc quelque chose de très difficile pour un modèle, et en particulier pour un modèle linéaire. En gros, on reçoit les coordonnées des points et le modèle doit deviner si c'est du bleu ou du rouge. Hein, voilà. Et l'indice de performance, plus c'est élevé, plus la performance de reclassification est bonne. Sur juste cette diapo, ce à quoi on s'intéresse, c'est ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité. C'est-à-dire que plus on a de dimensions dans les données d'entrée, plus ça devient difficile pour un modèle de fournir des prédictions correctes. Et les modèles en compétition, c'est le modèle donc KMX que je viens de vous montrer. ANN, c'est pour Artificial Neural Network, c'est un réseau de neurones. SVN, c'est pour Support Vector Machine, c'est un classificateur qui est très utilisé. Et GLM, c'est la bonne vieille régression logistique qu'on utilise dans les études cliniques. Donc, dès 16 dimensions, on a une prédiction quasi parfaite avec la régression par les modèles à mélange de noyaux. La régression logistique est dans les choux comme on s'y attend. Et toutes les performances baissent quand on augmente les dimensions, mais finalement, les modèles à mélange de noyaux conservent des performances qui restent acceptables, même à 128 dimensions, alors que le réseau de neurones a complètement décroché. Donc, on a quand même un avantage face à la dimensionnalité des données, et malgré tout, on reste avec un modèle qui est transparent et explicable.
Voilà, donc pour conclure, on revient sur le choix, on va dire, qui n'est pas mathématique, hein, qui est vraiment biologique, médical, le choix d'implémentation, de modéliser des CMI avant de modéliser directement une catégorie parce que les catégories bougent dans le temps, mais pas les CMI. On met plus d'accent sur la transparence et l'humilité du modèle plutôt que sur sa capacité de prédiction brute. On va chercher à anticiper les mises à jour des modèles parce que les bactéries évoluent et l'épidémiologie locale des résistances change en permanence. Et l'avantage des méthodes à mélange de noyaux, c'est qu'il n'y a pas de phase d'apprentissage compliquée. Et on séparera clairement les tâches entre des tâches d'exploration qui utilisent des modèles linéaires et des tâches de prédiction qui vont utiliser ces mélanges de noyaux. Voilà, je tiens à remercier toute l'équipe IDBioRIV et tous nos correspondants aux hospices civils, à l'Institut des sciences analytiques. Je rappelle que IDBioRIV est un projet de recherche hospitalo-universitaire qui est coordonné par François Vandenech et co-coordonné par Jérôme Lemoine, qui est chimiste donc à l'Institut des sciences analytiques. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci Jean-François. C'était très intéressant, merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de questions dans le chat. Je vais commencer par t'en poser une, mais je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par écrit et j'essaierai de les retranscrire correctement. Dans ce travail, en fait, c'est toi qui fais la programmation et qui fais l'exploration des différentes techniques possibles et tout ça, ou tu travailles avec des data scientists, des mathématiciens en maths appliquées, etc. Et dans ce cas-là, comment se font les interactions? Enfin, en gros, c'est quoi l'écosystème que vous avez mis en place pour développer ça? Oui. Alors ça, c'est une bonne question parce que ça a mis des années à se mettre en place. Pour avoir une bonne vision des choses dans ce genre de projet, parce qu'il n'y a pas que ce genre de projet, ce qu'il faut, c'est avoir la vision théorique de ce qui est faisable ou ce qui n'est pas faisable et la vision métier. Voilà. Et en fait, là, dans ce projet-là, comme dans d'autres, les deux choses que je fais, c'est la vision métier, donc les choix, tout le début, c'est prédia et CMI, la vision médicale, et la vision théorique pure, c'est-à-dire les maths, les mélanges à noyaux, les choses comme ça, les maths et les premières implémentations. Et ensuite, on a ingénieurs, postdoc, doctorants en maths appliquées qui, derrière, développent l'implémentation, police un peu les choses, lance tous les tests et améliore. Voilà. Mais on va dire qu'il y a un continuum et j'essaye d'être des deux côtés du continuum, c'est-à-dire les maths et le métier. Et entre les deux, il y a tous les autres corps de métier nécessaires. Il faut toujours être plusieurs. Et du coup, je vais me faire le porte-parole d'une communauté médicale qui peut avoir des mauvais souvenirs des maths en première année de médecine et qui a l'impression que c'est compliqué. Est-ce que toi, tu as toujours eu ce goût pour la programmation, les stats, les maths, ou est-ce que tu es venu tardivement et c'est possible de s'y mettre, même si on a des mauvais souvenirs de nos bac S et des nombres complexes? Ouais. Alors, je vais dire que c'est possible de s'y mettre, mais je mentirais un peu si je disais que du jour au lendemain, je me suis dit je vais m'y mettre parce que j'avais quand même un background en maths, un passage par Mathsup, voilà. Donc il faut quand même une certaine appétence. Mais par contre, s'il y a des internes qui nous écoutent et qui se disent chaque fois que j'essaye de me pencher sur des statistiques, j'ai énormément de problèmes, je vous répondrai. Trouvez d'abord l'application. Si vous avez un problème à résoudre, alors à partir du moment où vous avez un problème à résoudre, vous aurez la motivation et la capacité de comprendre les maths. Et de nos jours, on a tellement de choses en accès sur Internet que vous n'aurez pas besoin de faire trop d'efforts pour le comprendre. Par contre, apprendre tous les maths comme ça, quand on n'a pas le background, c'est très difficile, mais si on les apprend comme des outils qu'on va mettre en place pour répondre à des questions médicales, ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus facile. Ok, merci. Et écoute, on est un petit peu en retard. Je te pose juste une question technique et après, je passerai la parole à Corentin. Et ça vient un peu de la cancéro, en fait. Moi, je travaille sur des maladies qui sont très, très hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y a plein de sous-clones, etc. Donc, si on va biopsier à un endroit,
on aura probablement un tissu qui ne sera pas exactement le même qu'à un autre endroit de la tumeur ou dans la métastase. Est-ce que dans le sepsis, les bactéries que tu vas trouver dans tes hémocultures sont relativement homogènes et c'est fiable, ou est-ce qu'il faut imaginer faire plusieurs hémocultures pour avoir des informations complémentaires, différentes, etc. Oui, alors ça c'est une excellente question. Effectivement, les populations bactériennes, elles évoluent, elles se diversifient et on n'aura pas toujours le même antibiogramme. Cependant, ce n'est pas un problème dans le sepsis. Pourquoi? Parce que les populations se diversifient dans les infections chroniques. Et plus on est dans une infection aiguë, plus en fait on a un inoculum bactérien qui est faible. C'est-à-dire qu'un sepsis, un patient en réanimation en choc septique, il peut avoir une seule bactérie par millilitre de sang. Voilà. Donc, plus l'inoculum bactérien est faible et plus c'est aigu, moins les bactéries ont eu le temps de se diversifier. Ce qui fait que la première hémoculture dans le sepsis est suffisante pour répondre à la question. Ce ne serait pas du tout la même chose pour une infection chronique avec une infection osseuse, par exemple, au bout de 6 mois, où là, on fait plusieurs antibiogrammes souvent. Ok, merci beaucoup. Je vais plein d'autres questions, mais on va passer. Donc, le deuxième topo sera fait par Corentin Blanc. Corentin est étudiant et doctorant dans le cadre d'une thèse CIFRE dirigée par Pascal Roy, que tout le monde doit connaître à peu près, et Béchara Wakim, qui travaille dans une entreprise qui s'appelle Everteam, je pense. Il travaille sur les interfaces conversationnelles pour essayer d'extraire de l'information du coup des récits des patients. Et son topo a un titre énigmatique, mais donc j'ai hâte d'entendre ça. Flaubert versus Camembert, compréhension de la réponse du patient par un chatbot français. Merci Corentin, je te laisse la parole. Merci Pierre pour cette petite introduction. Donc je vais vous partager tout de suite mes petites slides. Donc est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui, très bien. D'accord, parfait. Donc, contrairement à ce que tu avais présenté tout à l'heure sur ton introduction, Pierre, le titre a légèrement changé puisque aujourd'hui, je vais parler de Flaubert versus Camembert, compréhension de la réponse du patient pour un chatbot français. Donc, comme l'a dit Pierre il y a quelques secondes, mon sujet de thèse s'articule autour de la création d'un chatbot qui vise à récupérer des informations directement auprès du patient dans le domaine de la cardiologie. Donc, un tel chatbot s'articule autour de 3 grands axes. Donc, un premier axe qui est ici le Natural Language Understanding, qui va consister en fait à comprendre la réponse du patient pour pouvoir en extraire les informations qui sont pertinentes. Donc là, par exemple, avec le petit exemple, si le patient nous dit qu'il a des douleurs au cœur, alors ce qu'il est intéressant d'extraire, c'est que d'une, le patient parle de symptômes, et de deux, que toutes les informations qui sont liées à son symptôme sont par exemple le type, donc ici avec une douleur, la personne à qui il fait référence, donc lui-même avec le J apostrophe, et enfin la localisation de ces symptômes, à savoir le cœur. Une fois ces informations extraites, elles vont être directement envoyées au deuxième grand axe du chatbot, à savoir le dialogue management. C'est à ce niveau-là que toutes les décisions vont être prises à l'intérieur du chatbot, que ce soit pour demander un complément d'information, pour demander une précision sur une information, ou même pour clôturer la conversation. C'est vraiment lui, le cerveau du chatbot, entre guillemets, c'est lui qui va tout gérer. Donc, grâce aux informations qu'il aura obtenues précédemment, il va pouvoir faire une nouvelle requête sur la prochaine action à faire. Donc là, par exemple, il peut potentiellement demander au patient un complément d'information qui serait depuis quand durent ces symptômes. Enfin, avec cette requête, le dernier axe, donc la Natural Language Generation, qui va consister à générer une nouvelle question pour le patient. Donc, par exemple, avec cette requête, il pourrait potentiellement lui demander depuis quand persistent ces douleurs. Et donc ici, la boucle est bouclée et on va pouvoir continuer la conversation jusqu'à ce que le chatbot récupère toutes les informations nécessaires. Donc, dans cette étude que je vais vous présenter, je me suis concentré uniquement sur le premier axe, donc à savoir la compréhension de la réponse du patient. Donc pour cela, je me suis dirigé vers une tâche qui s'appelle la prédiction d'intent et de slot. Donc pour faire très simple, cette tâche consiste à structurer l'information qui est contenue dans la phrase en 2 éléments. Donc tout d'abord un intent qui va correspondre au type de l'information présente dans la phrase. Donc par exemple, ça peut être comme tout à l'heure le symptôme comme intent. On peut avoir les antécédents,
les caractéristiques sociodémographiques, etc. À cet intent va être relié un ou plusieurs slots, donc c'est le deuxième élément, qui en fait va être constitué de un ou plusieurs mots et qui va correspondre à une contribution, voire même une précision au type de l'information. Donc par exemple, si on prend l'intent symptôme, alors les slots qui peuvent lui être associés sont par exemple la date d'apparition des symptômes ou alors le type de symptômes présent chez le patient. Pour un autre exemple, concernant les caractéristiques socio-démographiques d'un patient, potentiellement là on peut retrouver le nom, l'âge, etc. Donc voici un petit exemple pour être sûr que tout le monde saisisse bien le concept d'intent et de slot. Donc par exemple, si le patient nous dit qu'il a eu de la tachycardie hier soir, alors le chatbot doit être capable de comprendre que l'intent, donc l'information exprimée par le patient, ce sont les symptômes, et qu'à ces symptômes sont rattachés deux slots, donc ici le type de symptôme qui serait la tachycardie par exemple, ou alors time qui pourrait correspondre à la durée ou la date d'apparition du symptôme. Donc ici, ce serait hier soir. Donc suivant ce formalisme, on voit bien que nous avons un emboîtement des slots dans les intents, donc que certains slots seront présents que pour certains intents, et donc au moment de la prédiction, il va falloir faire très attention que l'on garde justement ce formalisme et cette architecture. Donc il y a quelques années, dans la littérature, de nombreux modèles de langue ont vu le jour. Donc, les caractéristiques de ces modèles, en fait, c'est qu'ils sont pré-entraînés sur des quantités vraiment énormes de données, mais vraiment très très grandes, et que leur pré-entraînement leur permet, pour faire très simple, de vectoriser chacun des mots dans une phrase, et de vectoriser même contextuellement. C'est-à-dire que pour transformer notre phrase en vecteur, ces modèles vont prendre chaque mot, puis le vectoriser en prenant compte tout ce qui se passe dans la phrase. Donc cette technique permet notamment de différencier les homonymes, donc à savoir comme par exemple le mot avocat qui possède plusieurs sens, comme par exemple on pense aux fruits ou alors au métier, et grâce notamment à ces vectorisations qui sont contextualisées, on va pouvoir faire une vraie distinction entre avocat le fruit et avocat le métier. Donc il existe plusieurs manières d'utiliser ce type de modèle, donc je ne vais pas non plus énormément rentrer dans le détail, mais pour faire simple, nous avons le feature-based et le fine-tuning. Donc la première approche, en fait, le feature-based, consiste uniquement à utiliser le modèle de langue comme modèle de pré-processing. C'est-à-dire qu'on va prendre notre phrase, on va vectoriser tous les mots, et ensuite c'est ces vecteurs de mots qu'on va passer en entrée d'un nouveau réseau de neurones pour pouvoir faire une prédiction. Donc, durant l'apprentissage, uniquement les poids du réseau de neurones de prédiction seront appris, et là, on garde le modèle de langue tel quel. Il n'a jamais été touché. Contrairement à l'approche du coup fine-tuning, qui, là, pour le coup, on va en fait fusionner le réseau de neurones et le modèle de langue pour construire vraiment un super modèle qui va permettre de faire directement la prédiction. Et donc, par cette technique, on va pouvoir légèrement adapter le modèle de langue à la tâche spécifique que l'on veut faire. Donc potentiellement, pour ceux qui connaissent un petit peu les modèles de langue, vous avez très certainement entendu parler du plus connu qui s'appelle BERT et dont tous les autres déclinent, dont les principaux pour le français qui s'appellent donc FlowBERT et Camembert. Donc ils sont tirés de BERT tous les deux. Ce que je vais vous présenter ici pour cette étude, c'est vraiment la comparaison entre ces deux modèles de langue, donc FlowBERT et Camembert. Donc, ils vont être utilisés en fine-tuning, c'est-à-dire qu'ils vont être directement utilisés pour la tâche de prédiction d'intent et de slot. Une deuxième comparaison sera également effectuée, donc c'est au moment du fine-tuning, je vous ai dit qu'on allait connecter un nouveau réseau de neurones derrière pour faire la prédiction, et je vais faire différentes comparaisons, donc à savoir un réseau linéaire, donc vraiment classique, en ANN plus calcul classique du deep learning, une couche récurrente, qui a une petite mémoire à court terme, une couche LSTM qui a, elle, une mémoire à long terme, et enfin une couche BLSTM qui va pouvoir réaliser la prédiction en prenant en compte toute la phrase. Donc pour faire tout cela, j'ai utilisé un dataset qui contient 1133 phrases qui proviennent toutes du corpus CAS, qui est vraiment un très gros corpus contenant beaucoup de cas cliniques en français. Pour chacune de ces phrases, j'ai annoté manuellement un intent,
et un ou plusieurs slots, en suivant, pour le coup, la taxonomie qui se trouve juste ici. Donc, ce que je vais chercher à prédire, c'est pour chaque phrase, un certain nombre de slots qui sont représentés ici, là. Donc, je vais avoir le poids, la taille, l'âge, le nom, les types présents, les types absents, et enfin, des durées. Comme vous pouvez le voir avec les couleurs, chacun des slots va être emboîté dans un ou plusieurs intents, ça dépend, et donc on respecte bien le formalisme que j'ai décrit précédemment. Donc par exemple, pour l'intent antécédent, ici, on va avoir 2 slots qui vont correspondre au type d'antécédent présent chez le patient et les types d'antécédents absents chez le patient. Pour les examens, nous aurons les types d'examens que le patient a potentiellement pu passer durant son cursus médical. Pour les symptômes, nous avons les types de symptômes qui sont présents chez le patient et aussi la date d'apparition de ces symptômes. Et enfin, pour le dernier intent, donc patient, qui va correspondre en fait à différentes informations le concernant, nous allons retrouver donc les slots poids, âge, taille et nom. Donc, concernant cette approche, pour faire vraiment très simple, nous allons retrouver ici notre modèle de langue, ici, qui va prendre en entrée une phrase, donc notre dataset, avec un jeton de fin de phrase artificielle, le \s ici, qui en fait va nous permettre de prédire notre intent en même temps que tous les slots. Notre phrase va ensuite traverser le modèle de langue, et sans vraiment rentrer dans les détails, le modèle de langue va tout d'abord créer une vectorisation de chacun des mots, grâce à son embedding layer ici, puis va les vectoriser contextuellement grâce à une succession de 12 couches de transformeurs encodeurs. En sortie, on va se retrouver pour chacun des mots de la phrase, incluant bien sûr le jeton de fin de phrase, une représentation vectorielle qui sera contextualisée. Enfin, la dernière couche de sortie ici va permettre de réaliser la prédiction pour chacun des mots. Donc, à noter le formalisme ici pour la prédiction. C'est le formalisme qui s'appelle BIO. Donc, par exemple, qui va consister pour chaque mot qui ne fait pas partie d'un slot à assigner un O. Ici, là, comme pour les mots J', est, U, de, là. On n'est vraiment sur aucune information ici présente, donc on est sur du O pour outside. Lorsqu'on va tomber sur des mots qui font partie de slots, par exemple tachycardie ici, pardon, nous aurons le nom du slot préfixé soit par un B pour beginning lorsque c'est le premier mot d'un slot, soit par un I ici pour inside lorsque nous sommes vraiment sur des mots à l'intérieur du slot. Et enfin, nous avons ici la prédiction, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'intent, ici symptôme, sur le jeton de phrase. Concernant les petites différences entre Flowbird et Camembert, donc nous avons majoritairement une différence au niveau du vocabulaire, avec Flowbird qui a un vocabulaire qui est beaucoup plus fourni, avec 50 000 mots contre 32 000 contre Camembert. Nous avons beaucoup plus de paramètres pour Flowbird, 138 millions contre 110 millions pour Camembert. Et enfin, Flowbird a par contre été entraîné avec un peu moins de corpus, puisqu'il a seulement 71 GB de corpus d'apprentissage contre 132 GB pour Camembert. Concernant les couches de sortie, donc, nous retrouvons nos 4 couches, donc linéaire, récurrente, LSTM et bi-LSTM. Et en fait, ces couches vont avoir des propriétés mémorielles différentes. La couche linéaire va nous permettre de faire la prédiction des mots indépendamment de tous les autres. Puisque, comme vous pouvez le voir ici, nous n'avons aucune mémoire, que ce soit à court terme, à long terme, dans le passé ou dans le futur. Là, on est vraiment sans aucune mémoire. Pour la couche récurrente, nous avons une mémoire à court terme, c'est-à-dire que cette couche va pouvoir faire la prédiction en tenant compte uniquement du mot précédent dans la phrase. Pour le LSTM, nous avons donc une mémoire à court terme dans le passé et une mémoire à long terme dans le passé. Ce qui veut dire que le LSTM va faire la prédiction en tenant compte uniquement de tous les mots qui sont précédents à celui sur lequel on va faire la prédiction. Et enfin, pour le bi-LSTM, nous avons des mémoires à court terme et long terme dans le passé et dans le futur, c'est-à-dire les mots qui viennent après celui qu'on cherche à prédire. Et donc, là, pour le coup, la prédiction sur un mot va se faire en tenant compte de toute la phrase. Pour l'évaluation de ces différentes méthodes, donc c'est 50 bootstraps stratifiés sur les slots qui ont été utilisés. Et en termes de métriques, nous sommes sur du F1 score. Donc, pour les intents, nous avons un F1 score classique,
Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le F1 score, on peut le définir comme étant la faculté du modèle à accepter donc soit les intents, soit les slots pertinents, mais à rejeter tous les autres. Donc, par exemple, pour les intents, nous aurons un F1 score classique. Pour les slots, cependant, nous aurons un F1 score qui est un peu plus complexe et plus sévère, puisque nous allons partir du principe qu'un slot est correctement prédit si tous les mots le constituant sont correctement prédits. Dans le cas où au moins un des mots a une erreur de prédiction sur le slot, alors on va se retrouver sur un faux positif et donc sur une erreur de prédiction. Il y aura également une table de répartition des prédictions pour pouvoir analyser conjointement intent et slot. Donc, concernant les résultats, nous avons tout d'abord pour la première comparaison un léger avantage de Flowbert sur Camembert, que ce soit en termes de prédiction d'intent et en termes de prédiction de slot. Donc, par exemple, pour les intents, nous sommes aux alentours de 97% contre 95% pour Camembert. Alors que pour les slots, nous sommes à environ 88% pour Flowbert contre 83, voire même 80% pour Flowbert suivant les couches. Concernant la deuxième comparaison, donc à savoir la comparaison intercouche, cette fois-ci, il nous est très difficile de conclure puisque les résultats ne sont pas significatifs entre les couches, donc potentiellement qui peuvent être dus à l'aléatoire du bootstrap, mais on voit quand même une tendance se dégager, notamment avec Camembert par exemple, où on voit que le fait d'ajouter des couches de prédiction avec des mémoires plus élaborées auront tendance à diminuer les résultats de prédiction des slots, contrairement aux couches linéaires et récurrentes. Et inversement, par contre, pour Flowbert, l'ajout de couches à mémoire, beaucoup plus perfectionnées, vont permettre de cette fois-ci augmenter les résultats pour les slots, puisqu'on peut passer de 87% à 88%, etc. Donc encore une fois, ce sont vraiment des tendances pour les comparaisons intercouches et rien n'est significatif. Concernant la répartition des prédictions, donc, comme on peut s'y attendre, Flowbert est encore une fois meilleur que Camembert. Donc, par exemple, la proportion de phrases dans nos corpus où l'intent a correctement été prédit et les slots ont également correctement été prédits, elle est supérieure pour Camembert ici, où on tourne aux alentours de 78%, contre 71-70% pour Camembert. Concernant les autres proportions, donc intent correctement prédit, slot mal prédit, ou alors les cas avec l'intent mal prédit, on voit très clairement aussi que Flowbert reste meilleur que Camembert, peu importe la couche de sortie utilisée. Les mêmes résultats s'appliquent également pour les comparaisons intercouches, où on voit les mêmes tendances se dégager que les F1 scores. Mais encore une fois, les résultats ne sont non significatifs, donc non concluables. Pour conclure sur cette petite étude, on peut retenir que le modèle de langue Flowbert obtient de meilleures performances que Camembert. Et là, pour le coup, on a des résultats significatifs, donc on peut dire que Flowbert est légèrement meilleur que Camembert. Cependant, pour les couches de sortie avec des mémoires, on n'arrive pas vraiment à augmenter les résultats par rapport à une simple couche linéaire. Et en plus, les résultats ne sont pas significatifs, donc c'est très dur de conclure sur les performances des couches. Donc, pour faire une conclusion générale à l'étude, la meilleure combinaison pour ma tâche à moi, c'est-à-dire pour la prédiction d'intent et des slots pour mon chatbot, serait d'utiliser bien évidemment le modèle de langue Flowbert, couplé avec une sortie linéaire qui obtient des résultats plutôt fiables et qui est la plus utilisée dans la littérature. J'en ai fini avec cette présentation. Merci à tous pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Corentin. Écoute, l'assistance me laisse seul sans poser de questions. Et je t'avoue que pour moi, c'est un tout petit peu compliqué de comprendre les détails techniques de ton travail. Je fais partie de ces gens qui sont relativement éloignés. J'ai une question du coup sur l'application de ce genre de développement. Le but, c'est de faire des assistants de consultation pour les médecins qui puissent extraire de l'information des patients avant de les voir en consultation.
C'est exactement ça, oui. C'est l'utilité propre du chatbot que je cherche à concevoir, puisque dans le cadre de ma thèse, je travaille en collaboration notamment avec un cabinet de cardiologie qui s'appelle Easy Cardio. Et donc le but, oui, vraiment, ça serait de concevoir un outil en amont, pardon, qui permettrait de récupérer vraiment toutes les informations pour le cardiologue. Du coup, j'ai deux autres petites questions. Oui. Le langage, c'est certainement pas le même selon selon le niveau d'éducation, selon l'origine sociale, selon le quartier où on vit, la région où on vit, etc. Est-ce que les bases de données Flaubert, Camembert, oui. pardon, sont entraînées par exemple avec du verlan, du patois, des termes. Enfin, est-ce que ça couvre bien toute la diversité sociale de la patientèle ou est-ce qu'il y a des biais de ce point de vue-là? Alors, de ce point de vue-là, il y aura forcément des biais, puisque ces modèles, donc que ce soit Flaubert ou Camembert, ont par exemple été entraînés avec des données provenant de Wikipédia ou d'Internet globalement. Donc oui, effectivement, on aura un biais, mais ta remarque, c'est vraiment très intéressant, puisqu'en fait, on se confronte vraiment, un peu comme tout à l'heure, au fléau de la dimensionnalité, c'est-à-dire que pour vraiment faire un chatbot qui sera vraiment performant, il faut qu'on récupère des informations qui proviennent de toutes parts. Donc que ce soit, par exemple, du patois, du verlan, etc. Il faut vraiment, dans nos données, qu'on arrive à couvrir le plus grand volume de langages différents pour rendre le chatbot le plus flexible possible. Donc, je ne sais pas s'il existe des études concernant, par exemple, le patois ou le verlan, c'est une très bonne remarque. Ces modèles, quand même, Flaubert et Camembert, sont capables de gérer tous les mots, qu'ils soient connus ou inconnus dans leur vocabulaire, mais est-ce qu'il va les gérer de manière très pertinente? Ça, c'est une autre question vraiment très intéressante aussi. Ok, sans parler de tout ce qui est non-verbal, mais Ouais. j'imagine qu'il y a des gens qui réfléchissent à filmer aussi les patients. Bien sûr, oui. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ces deux topos, vraiment très intéressants. Donc, merci à ceux qui se sont connectés d'avoir. J'espère que ça vous a autant intéressé que moi. Donc, on se donne rendez-vous dans un mois. Du coup, là, j'ai plus en tête la date précise, mais pour le prochain mardi de la CIA. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.